Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ces routes de l'été. J'ai le bonheur de vous accompagner sur la totalité de ce mois d'août. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble au rythme de vos témoignages et de vos belles histoires. Dans quelques instants, on va, pour notre rubrique Sud Radio vous écoute, accueillir une personne qui a dû reprendre à plus de 70 ans le chemin du travail pour vivre et pour survivre. Et puis, nous allons aussi nous promener du côté de la table de l'été avec des saveurs, des produits régionaux. Il y aura beaucoup de bonnes choses à manger. Vous pouvez compter sur moi. Ce sera d'ailleurs le cas d'une belle visite d'un vigneron qui a modifié un peu sa ferme et qui fait aussi des huiles, des bières. Il nous racontera tout et je vous emmènerai du côté de Saumur. Mais pour l'heure, on vous attend, vous le savez, au 0826 300 300. Vous voulez réagir sur tous les sujets et en particulier celui du dossier qui débute. Sud Radio vous écoute. Vous aussi, vous avez dû prendre le chemin du travail malgré la retraite pour vivre mieux. N'hésitez pas à venir témoigner ou vous préférez simplement aussi avoir repris ce chemin du travail pour de nouveau avoir une vie sociale. Là aussi, vous venez témoigner au 0826 300 300. Manu vous attend. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et cette semaine, on va explorer un phénomène qui bouscule les clichés. De plus en plus de retraités reprennent le chemin du travail. Pour comprendre pourquoi, eh bien déjà, on va donner la parole à Anne, notre témoin, toujours active, malgré son âge, tout simplement. Garder un lien social, arrondir ses fins de mois ou continuer de se rendre utile chaque jour. Mais avant de commencer ce sujet, Théo Ampaillac, je voudrais évidemment en savoir plus sur Anne Richard. Qui est cette femme au parcours exemplaire, mais au quotidien difficile? Anne Richard, elle a 76 ans. Toute sa vie, elle a travaillé très tôt, dès l'âge de 13 ans, dans une ferme. Puis elle devient humanitaire, engagée auprès des femmes berbères avec son association Terre de Soleil. S'enchaîne ensuite des années dans la restauration, puis dans l'immobilier. Avec une retraite de 1100 € par mois, pas le choix. Elle reprend les animations jusqu'à l'année dernière. À 75 ans, elle était encore au travail pour, je cite, remplir le frigo, m'a-t-elle redit hier encore au téléphone. Aujourd'hui, c'est la précarité qu'elle ressent le plus. Elle pense à reprendre un travail pour compléter ses fins de mois. 58 ans de carrière, mais surtout une amertume, le manque de reconnaissance de la part de l'État. Et ce n'est pas tout, puisque Anne a un fils de 57 ans qui souffre de schizophrénie. Elle s'en occupe seule au quotidien. Anne Richard est avec nous ce matin. Elle va nous raconter son quotidien et la place faite aux travailleurs de l'ombre. Anne Richard, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, on va écouter votre témoignage dans quelques secondes, mais je voudrais aussi accueillir nos deux autres invités. Benjamin Zimmer, qui est directeur délégué et associé de la Silver Alliance. Bonjour monsieur Zimmer. Bonjour. Et nous aurons également Bertrand Martineau, qui est économiste, spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi. Merci beaucoup d'être avec nous, Bertrand Martineau. Bonjour. Alors Anne, on va déjà vous donner la parole évidemment parce que Sud Radio vous écoute, c'est avant tout une émission de témoignage. Racontez-moi votre quotidien, Anne. Pourquoi êtes-vous obligée aujourd'hui de continuer de travailler à 76 ans? Alors, bonjour à tous les auditeurs et merci de m'accueillir. Je suis très émue. Et je pleure, regardez. Prenez votre temps. J'ai repris le travail à 70 ans. Non, chère madame, j'ai pas repris le travail à 70 ans. J'ai pas arrêté de travailler jusqu'à 75 ans. J'ai travaillé 59 ans parce que j'ai travaillé d'abord en temps normal comme commercial. Bon, je ne vais pas raconter ma vie. Enfin, je travaillais dans une ferme toute jeune. Après, j'ai travaillé comme employé de maison. J'étais autodidacte. Ma mère m'a sorti du collège à 13 ans pour aller travailler dans les fermes. Alors, vous voyez un peu. Donc, j'ai pas eu la chance, comme tout le monde, d'aller à l'école. Et je me suis battue toute ma vie. Et donc, j'ai arrêté de travailler à 75 ans, mais vous savez pourquoi? Moi, j'étais animatrice dans les grandes surfaces, j'adorais mon métier, j'adorais le contact humain. Et j'ai eu un Covid long, deux Covid, plus un Covid long, dont j'ai failli mourir. Alors là, j'ai dû arrêter 1 an parce que je ne pouvais plus marcher, j'étais complètement dézinguée. Et j'ai repris un petit peu, mais je voyais que ça n'allait pas. Donc, j'ai arrêté de travailler définitivement à 74 ans. Vous voyez, 57 ans de travail quand même. Et du coup, là, vous avez repris... vous êtes dans quelle région, Anne? Je suis en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. D'accord. On embrasse nos amis bretons. Et vous avez repris le chemin du travail, là?
Non, là, je viens d'arrêter, je vous disais, à cause du Covid. Ça fait 1 an que j'ai arrêté. Ah, non, mais alors pourquoi vous aviez continué à travailler avant? Quelles étaient les raisons? Une petite retraite, madame, une petite retraite de 1100 euros. Et si vous savez comme moi que quand on voit les rentrées d'argent avec la retraite, est-ce qu'on paye tous les mois en facture et compagnie, ben il reste rien pour vivre. Alors moi, j'ai toujours fait un autre boulot aussi. J'avais une association pour l'Afrique. Je présentais des conférences dans les écoles, les maisons de retraite. Bon, après, j'ai dû arrêter à cause de, excusez-moi, je vais dire la vérité, Monsieur Paty qui avait été assassiné, les gens ne voulaient plus entendre parler de mes conférences. Donc après, je me suis tournée parce que moi, je défends toujours la cause des femmes dans tous ces pays qui souffrent là. J'ai pas été en Afghanistan, heureusement, je devais y aller, je serais peut-être jamais revenue. Mais les femmes berbères au Maroc, c'est-à-dire que je vendais des huiles d'argan du Maroc ici en Bretagne. J'avais créé une petite entreprise qui marchait très très bien. Et pour aider les femmes berbères aussi, comme je dis tout le temps, à sortir de leur cuisine, puisque ces femmes-là, normalement, n'ont pas beaucoup le droit de sortir dehors et d'aller travailler. Et ce commerce marchait très très bien. Ça a duré 2 ans, puis un beau jour est arrivé, moi je défendais toujours la cause des femmes, je vous dis, c'était une coopérative de femmes. Oui, et un jour, un homme est arrivé à la tête de cette coopérative, et ce monsieur, il a dû trouver que je vendais trop bien, et ben il a mis la moitié d'huile d'olive dans mes huiles d'argan. Ah ok, donc c'était... J'ai dû arrêter mon entreprise, mais sans aucun dédommagement, bien sûr. Évidemment, là aujourd'hui, vous avez une retraite de combien? 1100 euros. Et vous imaginez, vous évoquiez à Théo que vous alliez sans doute devoir retrouver du travail aujourd'hui à 76 ans. C'est-à-dire que madame, je vais vous dire, comme j'ai beaucoup de séquelles de santé aussi, quand même. Oui. J'ai la polyarthrite, j'ai été opérée d'un coude qui me fait très mal depuis des années. Enfin, je suis usée quand même à 76 ans. Et puis je dis que oui, si je trouve rien, je vais être obligée de recommencer à travailler. Alors j'ai écrit à Monsieur Bayrou, j'ai écrit à Monsieur Macron, pour récupérer aussi la perte d'argent de 7000 euros quand même que j'ai perdu par rapport au Covid. Et ça, tout le monde ne veut pas en parler. De toute façon, c'est la dictature. Maintenant, en France, il ne faut pas dire ce qu'on pense. Et là, j'ai écrit à Monsieur Bayrou, et je lui ai dit, puisqu'il nous dit qu'il veut demander aux Français, aux gueux, comme il nous appelle, les pauvres gens, les pauvres gens qui font vivre la France, mais enfin, c'est nous. Eh ben, je lui ai dit que, je lui ai dit comment il faut faire pour réduire la dette. Moi, il n'a qu'à déjà diminuer tous les politiques, diminuer le salaire, et puis que chacun fasse une petite cagnotte pour moi. Monsieur Bayrou récolte ça 20 euros et ça me permettrait de sortir de ma misère parce que là je suis vraiment en galère et vous vous rendez compte que je vais peut-être me trouver en surendettement à 76 ans. C'est pas une honte ça? Ah mais si, bien sûr. Eh ben oui, mais alors attends, je termine juste quand même. Vous savez que les banques ne vous font plus de crédit après 70 ans. Alors vous faites comment? Ben vous vous suicidez et puis c'est tout. Voilà, comme beaucoup de paysans et tout ça qu'on n'écoute pas. Et ce sont ces gens-là qui tiennent la France en haleine. Anne, en tout cas, merci de nous faire confiance et de venir vous raconter, de témoigner de cette dure réalité qui est la vôtre aujourd'hui. Je voudrais qu'on accueille en même temps Jacques qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Vous avez une autre réalité également. Votre frère et des amis travaillent alors qu'ils devraient être à la retraite, c'est ça? Oui. Autour de mon entourage, je vois beaucoup de gens qui travaillent quand même. Et ils font du ramassage scolaire le matin, le soir, assez contraignant. Et par contre, à 55 ans, ils ne trouvent pas de boulot, quoi. Et paradoxalement, en 63, 64 ans, on trouve du boulot. C'est complètement... je trouve ça un peu bizarre. Et c'est des métiers très différents peut-être, non, Jacques? Oui, sûrement. Mais qui n'auraient sûrement pas pris à 55 ans, mais en même temps, ils n'ont plus le choix, quoi. Parce qu'ils ont une petite retraite, parce que ils ont... moi, je pense que les retraites en France, c'est un vrai sujet. Il y a des... J'ai lu un article où il y avait 80% des retraités en France qui touchaient pas la bonne retraite, personne n'en parle, personne ne revient dessus. On voit encore le gouvernement Bayrou qui veut taper sur les retraités, je sais pas.
Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et nous continuons à parler de ce sujet quand les seniors doivent travailler de nouveau pour vivre et survivre. On en parle avec Anne qui a déjà témoigné sur le début de notre émission, qui va être sans doute obligée de retrouver du travail alors qu'elle a 76 ans, alors qu'elle a déjà eu une vie à ne faire que travailler. Une retraite de 1100 € seulement. Elle s'occupe de son fils également qui est schizophrène au quotidien. Et voilà, elle dénonce le manque de reconnaissance de l'État, une précarité grandissante. Elle est avec nous évidemment sur Sud Radio. On va parler aussi dans quelques instants avec Benjamin Zimmer qui est directeur et délégué associé de la Silver Alliance. Nous avons eu Bertrand Martineau qui reste avec nous, économiste spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi, qui nous apporte la réalité des faits et des chiffres pour la grande majorité d'entre nous. Et je vais tout de suite accueillir Xavier qui lui aussi a appelé le 0800 26 300 300 et qui veut apporter son témoignage de vie. Bonjour Xavier. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous et merci de la confiance que vous nous apportez pour vous raconter sur Sud Radio. Vous aussi, vous avez dû retrouver du travail. Quel âge avez-vous, Xavier ? Alors moi, j'ai 73 ans et je suis un journaliste à la retraite. Mais pour des accidents de vie, des choses, j'ai été obligé de retravailler pour compléter ma retraite. Pourtant, j'ai une retraite tout à fait correcte. Mais malheureusement, il fallait que je travaille. Donc, je suis chauffeur pour enfants handicapés. Quelqu'un en a parlé dans l'émission. Je travaille pour une société qui a des contrats avec les départements. Et je transporte des enfants handicapés pendant, donc, j'ai un CDI à temps partiel. Donc là, en ce moment, je ne travaille pas, évidemment. Mais je voulais dire, par rapport à monsieur Martineau, c'est bien beau, mais moi, je fais partie des 30% des retraités qui n'ont pas de maison à eux. Moi, je suis locataire. Et c'est un choix de vie aussi, peut-être. Mais le problème, c'est qu'avec le discours que tient ce monsieur, le gouvernement s'en sert pour dire les retraités sont plus aidés, donc il faut qu'ils passent au bâtinet. Et ben moi, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas vrai. On n'est pas tous des riches retraités. Alors, vous disiez vous-même que vous aviez une retraite à peu près correcte. Vous avez combien de retraite, Xavier ? Dans les 2000 €, on va dire, mais sans compter donc le travail que je fais maintenant. Oui. Je gagne à peu près 500 € par mois. De plus en étant chauffeur. Je vais demander à Bertrand Martineau de réagir, puisque vous l'avez alpagué à l'antenne, donc c'est normal que je lui donne la parole. Bertrand ? Oui, mais nous ne sommes pas du tout en désaccord. Il y a effectivement une proportion importante de retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts, de même qu'il existe une proportion encore plus importante de non-retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts. Effectivement, je parle de moyenne. Parce que les moyennes, effectivement, aujourd'hui, une retraite moyenne, si on prend en compte la base plus la complémentaire, ça fait à peu près 1600 € net par mois. Bon. Et effectivement, et alors par ailleurs, un certain nombre de retraités, une majorité de retraités, effectivement, et propriétaires de son appartement, ont des revenus financiers, ont une assurance vie, etc. Le patrimoine en France est quand même très concentré sur les plus de 60 ans, il faut quand même le savoir. Et de plus en plus d'ailleurs. Bon, sachant que vous héritez, en général, les héritages maintenant se font à 60 ans. Donc c'est une sorte de cadeau de bienvenue quand vous rentrez en retraite. Souvent, vous héritez de vos parents. Alors vous allez me dire, il y a aussi des retraités qui n'héritent pas du tout parce que leurs parents sont pauvres. Oui, c'est pas une généralité. Voilà, ce sont des moyennes. Exactement. Et donc, il y a des situations dramatiques, mais j'insiste sur le fait que les situations les plus dramatiques sont souvent liées à des problèmes qui ne sont pas que de la retraite, mais qui sont liés à des problèmes de santé, à des problèmes d'enfants à charge, à des accidents de la vie, en fait. Vous êtes économiste spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi, donc je pense quand même que vous connaissez bien votre sujet. Je voudrais qu'on accueille, parce que tout va très vite dans cette émission, c'est un sujet qui nous intéresse tous et qui nous touche tous, Benjamin Zimmer, qui est directeur délégué associé de la Silver Alliance. Bonjour Benjamin. Rebonjour, merci de votre patience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les missions que la Silver Alliance propose aux seniors ? En fait, notre métier à nous, c'est de pouvoir apporter un ensemble de produits et de services qui vont permettre aux Français, vous les appelez les retraités, moi je les appelle les Français, qui veulent rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Et donc, c'est des services à la personne, c'est de la prestation de services pour de la prévention santé. Donc, moi, je travaille avec différentes entreprises, des entreprises comme Audica, comme Stana, comme O2 et j'en passe. Et en fait, on n'a pas trouvé mieux que de créer Silver Alliance en réponse en fait au vieillissement démographique, puisque dans l'ensemble des propos qui ont été tenus, en fait, on parle de cas qui sont effectivement, comme le disait Bertrand, assez symptomatiques et qui caractérisent pas toutes les personnes, tous les retraités, mais qui font partie de cet ensemble. Il faut quand même rappeler
qu'on est dans un processus démographique qui est inédit. Vous aurez en 2030 un Français sur 3 qui sera âgé de plus de 60 ans. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, en tout cas en France, mais dans tous les pays du monde, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, de voir des gens qui sont à la retraite retrouver un travail, je pense que ça risque de se produire de manière beaucoup plus amplifiée dans les temps qui vont venir, parce que en fait, pour pouvoir verser des pensions de retraite, il faut des actifs qui travaillent. Et comme on va avoir un déficit, une balance qui va être négative du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, il est très probable que dans les temps qui viennent, on travaille plus longtemps. Alors c'est des mesures qui sont impopulaires, c'est des choses qui sont compliquées dans notre modèle social, mais malheureusement, je vous parle de ça, moi j'ai 41 ans, je sais très bien que je partirai pas à la retraite à 64 ans. Et je pense que ça, on va le vivre. La question qui est sous-jacente à tout ça, c'est la question du travail et des valeurs qu'on met dans le travail. On a toujours l'impression que travailler, c'est un effort qui est insupportable. Mais travailler aussi, ça a des fonctions qui permettent de s'inscrire dans un paysage social, d'avoir des relations sociales, et on est des êtres sociaux. Donc, il faut aussi revoir ces choses-là dans la manière, le récit qu'on donne autour du mot travail. Alors, j'ai quelques chiffres et j'ai beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, et je vais redonner la parole à Anne. Je voudrais bien, avant qu'on finisse ce sujet, ce dossier qui est très important, sur lequel on aurait pu vraiment faire une émission beaucoup plus longue, mais on a une pension moyenne pour les retraités. Et la pension moyenne est de 1661 € brut, ça fait à peu près 1545 € net. Ça, c'était des chiffres en début 2025. C'est la pension moyenne. Ça, c'est important de le préciser. On a plein de réactions. Alors, je vais essayer de lire une partie de ces réactions que nous avons sur la page Facebook de Sud Radio. Marie-Antoinette nous dit, faut pas oublier que les retraités sont souvent malades et que les médicaments ne sont pas remboursés. Moi, j'ai 1100 € par mois. Je suis propriétaire, mais il faut pas oublier non plus les charges de chauffage, la taxe foncière et tout le reste. Il faut que les hommes politiques soient moins payés au lieu de prendre sur les retraités. C'est trop facile, nous dit Marie-Antoinette. Nous avons Brigitte également qui réagit, Stéphane qui réagit, beaucoup de gens, beaucoup. Il y a Monique qui nous dit, écoutez bien, j'ai été conjointe collaboratrice sans salaire. J'ai dû me battre sans succès pour bénéficier de la loi 2005. J'ai dû travailler jusqu'à 68 ans, puis malade. J'ai une toute petite retraite. Je suis locataire et je suis sans aide. Voilà, on est vraiment face à ces réalités-là. Anne, pour vous redonner la parole quelques instants, et pour peut-être, je sais pas, passer un appel sur l'antenne de Sud Radio. Vous aimeriez, ce serait quoi l'idéal pour vous en termes d'emploi, de petit emploi, pour vous aider à boucler la fin de mois? C'est à moi que vous parlez? Oui, Anne. Ah, d'accord. Alors d'abord, je voudrais répondre à Monsieur Martineau, parce qu'avec l'économiste, ça me fait marrer, moi, statistique, tout ça, on voit ça tous les jours, c'est facile, les écritures et tout, voilà. Alors moi, je voulais dire quand même que tous les retraités ne sont pas en couple et n'ont pas de bonnes retraites, ou un camping-car, ou une belle voiture. Moi, beaucoup, c'est des femmes seules comme moi qui galèrent. Et avec un fils handicapé, donc personne ne s'en occupe, parce que de toute façon, quand on a un enfant comme ça, on considère que vous êtes aussi en moitié bobo, je suis désolée. Et la retraite, on l'a gagnée, on a travaillé toute notre vie. Et alors, une chose que je me pose comme question à ce monsieur-là, Martineau, économiste, là. Et alors, avec respect, Anne. Aux jeunes d'aller bosser. Avec respect, Anne, s'il vous plaît, quand même. Oui, je respecte, mais je suis énervée. Oui, j'entends bien. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Martineau, aujourd'hui, pour donner envie aux jeunes d'aller bosser? Parce qu'il faut des actifs pour avoir des retraités. Mais on en a de moins en moins d'actifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, puisque monsieur Bertrand Martineau est avec nous encore et que vous êtes spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi et que vous êtes vous-même économiste, je vous laisse répondre à Anne. Oui, donc, je pense que c'est pas une bonne chose d'opposer les jeunes et les retraités. Les jeunes vont beaucoup travailler, beaucoup plus longtemps que les actuels retraités. Ils auront une retraite beaucoup plus faible. Bon, donc il faut aussi se préoccuper des jeunes. Excusez-moi, monsieur Martineau, la question de Anne, c'est comment est-ce qu'on leur donne envie de travailler, puisqu'a priori, il y a aussi beaucoup de problèmes. Mais c'est pas qu'une question d'envie de travailler, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup nombreux, les jeunes. Je rappelle que notre démographie fait qu'aujourd'hui, il y a plus depuis la première fois, depuis l'après-guerre, depuis les années 30, il y a plus de décès que de naissances. Donc, il n'y a pas assez de jeunes dans ce pays. Donc, c'est pas qu'ils travaillent pas assez ou qu'ils sont particulièrement feignants, alors que les fameux retraités seraient au contraire des gens formidables, tous, qui auraient travaillé comme des brutes. C'est pas comme ça que ça se fonctionne. C'est un problème démographique. Et la démographie est têtue. Voilà. Les jeunes, les bébés, et même si on en faisait maintenant, de toute façon, ils travailleraient pas avant 20 ou 25 ans. Oui. Donc, de toute façon, on a un problème démographique énorme. Et la question politique qui se pose à nous, c'est comment on répartit l'effort.
Voilà, c'est tout. Alors après, c'est des débats politiques. On peut répartir l'effort plutôt sur les jeunes, plutôt sur les retraités. Et voilà. Et là, c'est un débat politique. Mais on va pas dire on va sanctuariser les retraites ou au contraire, on va pas toucher aux jeunes. Oui. Tout le monde, malheureusement, va devoir faire des efforts. On va faire la politique de notre démographie. Il n'y a rien à faire. Merci en tout cas d'être avec nous et d'être droit dans vos réponses. Et ça nous permet quand même d'éclairer aussi cette réalité aujourd'hui qui fait que beaucoup de retraités repartent sur le lieu du travail. Je voudrais conclure avec vous, Benjamin Zimmer de la Silver Alliance. Vous en êtes le directeur délégué et associé. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Silver Alliance peut proposer à tous ceux qui nous écoutent voilà, comment est-ce que vous pouvez aider ceux qui ont besoin de travailler? Déjà, merci de me redonner la parole. Déjà, juste préciser que nous, on fait une étude tous les 2 ans avec un CSA Institut, notamment sur l'évolution du pouvoir d'achat des retraités. Et tous les chiffres qui vous ont été donnés sont parfaitement vrais. Je voudrais juste ajouter un point, c'est que par foyer en France, le pouvoir, les revenus s'élèvent à 2524 €. Et les dépenses de ce même foyer sont de 1842 €. Donc ça veut dire qu'il reste quand même une capacité d'épargne pour les retraités. Effectivement, les cas qui ont été cités aujourd'hui ne font pas partie de ces cas et effectivement, il faut pouvoir les traiter. Bah oui. Nous, maintenant, ce qu'on fait concrètement, c'est que on travaille avec des acteurs qui développent en fait des plateformes de services. Je pense à Tipeee Job et à d'autres structures qui permettent des retraités d'avoir accès à de l'emploi, parce que vous pouvez faire un cumul emploi-retraite. Et ça, c'est un sujet qui fonctionne plutôt bien et qui est en croissance. Et alors, juste pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, vous avez parlé de Tipeee Job, T-I-P-I T-E-E-P-Y et plus loin Job, J-O-B. Voilà, c'est une des plateformes sur lesquelles tous ceux qui écoutent Sud Radio ce matin peuvent aller fouiner un petit peu, regarder et trouver un emploi de complément en tout cas. On va pas repartir sur un CDI à 39 heures ou 35 heures. Exactement, et vous avez de plus en plus au niveau de France Travail, anciennement Pôle Emploi, des propositions d'offres d'emploi pour justement ce type de personnes, parce que effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des chauffeurs pour les transports scolaires ou pour les transports sanitaires, c'est des demandes, et effectivement, il y a aussi un certain nombre de postes à pourvoir sur ces situations. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus dans cette émission. Merci beaucoup à Anne d'avoir témoigné de sa réalité, de s'être ouverte ainsi à l'antenne de Sud Radio sur ces réalités compliquées. J'espère, Anne, que les choses vont s'arranger, en tout cas au mieux pour vous. Merci à vous, Benjamin Zimmer, directeur délégué et associé de la Silver Alliance, d'être intervenu également sur Sud Radio, et à Bertrand Martineau, économiste spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi. Merci à vous trois. Dans quelques instants, nous allons continuer nos routes de l'été et je vais vous proposer d'aller nous reposer un petit peu sur un bateau. Est-ce que vous connaissez l'Escale Royale? On en parle en détail dans nos détours de vacances. Les routes de l'été, Laurence Perrault. Et nous sommes ensemble évidemment, vous le savez, jusqu'à midi. Alors sur les routes de l'été, nous allons dans quelques minutes nous arrêter sur un endroit, un petit coin de table comme ça. On sera non loin de Sancerre et on va s'arrêter chez un vigneron qui se diversifie. Il fait du vin bien sûr, mais pas seulement. Il fait aussi des huiles magnifiques, il fait aussi de la bière, il fait aussi gîte. Enfin bon, c'est un bonheur, une très jolie découverte que je voulais tout simplement partager avec vous. Mais tout de suite, allez, on va prendre le temps d'un joli détour. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et si cet été, au lieu de réserver une chambre d'hôtel, vous vous offriez une suite flottante? Alors évidemment, l'été n'est pas terminé, et puis ça peut fonctionner bien aussi sur ceux qui vont partir en vacances sur le mois de septembre. Je vous propose jacuzzi et terrasse bercées par les flots. C'est la promesse de l'Escale Royale. C'est un concept imaginé par trois frères qui ont décidé de faire de la Seine, de la Marne et même du Sénégal de véritables lieux d'évasion. On va tout de suite en parler et découvrir cette escale avec Nicolas Monceau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Oh là, vous avez la voix cassée, mais que vous êtes arrivé, vous avez pris froid? Un petit peu, c'est l'été, mais on a pris un petit peu froid. Mais tout va bien, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes directeur des opérations de l'Escale Royale. Parlez-moi déjà de ces trois frères qui ont eu l'idée de proposer ce concept. Alors tout s'est passé en sortie de confinement. Un des frères a dormi sur un des ports, et alors là, il a eu la révélation le matin au réveil. Un réveil avec la brume, la nature et une véritable reconnexion avec le milieu naturel et de prendre le temps. Et du coup, il s'est dit, mais comment on va faire pour
transférer et recréer cette expérience et la faire vivre à des clients. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de développer un concept d'hôtellerie, de suite flottante et de créer la première suite flottante qui s'appelait la Venise parisienne et ensuite d'entamer le développement et la structuration de l'entreprise. Mettez-moi une image à la radio, nous qui écoutons avec nos oreilles, de ce que sont vos suites flottantes, ou du moins l'une d'entre elles. À quoi ça ressemble ? Alors, c'est très simple. Vous imaginez, vous arrivez sur un ponton de port et là au bout, vous avez un bateau qui fait, on va dire, 12 mètres par 3,5. Vous rentrez par une terrasse avant et là, vous allez rentrer, vous allez avoir sur votre gauche une kitchenette tout équipée, micro-ondes, plaque de cuisson, frigo avec mini-bar. Vous continuez à avancer, vous allez retrouver votre dressing, puis une salle de bain avec la douche, un miroir, de la pierre naturelle. Dans certaines, nous allons même avoir un sauna privatif. Et enfin, vous allez arriver dans l'espace chambre. Un espace chambre avec un lit king size ou un lit rond. Et une balnéo dans l'espace chambre qui permet de se relaxer. Et aussi un grand écran de cinéma. Et au bout de cette chambre, vous allez retrouver une terrasse qui va être directement orientée sur l'eau et qui va vous permettre de prendre le temps de vous reconnecter à la nature et d'observer la nature le matin, le soir et dès que vous le souhaiterez. Et certaines de nos suites vont avoir l'entièreté des murs qui donnent vers l'eau complètement en baie vitrée. Donc là, c'est une immersion complète. On est vraiment sur des suites haut de gamme. Là, on a les king size, c'est ça, des baies vitrées panoramiques dont vous venez de nous parler. Absolument. L'objectif était vraiment de créer un produit haut de gamme, très qualitatif, qui est opérationnel toute l'année. Donc aussi bien pour cette fin de saison que en plein cœur de l'hiver, on a la clim, le chauffage et vraiment des prestations dignes des établissements 4 étoiles. Et alors, on va mettre les pieds dans le plat, hein. On parle vrai sur Sud Radio tout le temps, y compris pour nos détours de vacances. Le budget ? Alors le budget, on va avoir deux offres. Globalement, sur la semaine, le cœur de semaine, on va avoir des tarifs un peu plus attractif, on va être à environ entre 150 et 170 euros en prix d'approche. Et puis le week-end, on va être entre 200 et 250. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme j'ai des suites avec des gammes différentes, forcément, quand vous avez un sauna privatif, une baie vitrée sur l'ensemble, c'est pas le même prix que ma suite plutôt d'entrée de gamme, qui n'a pas de sauna, qui va juste avoir la baie en bout de chambre, mais qui offre quand même une expérience folle en fait. On voit bien avec les retours clients qu'on a l'expérience et la satisfaction des clients. Ouais, j'ai des réactions sur notre page Facebook de Sud Radio. C'est vrai qu'on pourra peut-être pas tous se l'offrir, mais on va quand même en parler tout de suite pour tous ceux qui écoutent Sud Radio en ce moment et notre émission Les Routes de l'été. Eh voilà, en mettant Sud Radio quand vous appelez pour réserver, vous dites que vous avez entendu l'émission, vous offrez 10% de réduction. Absolument. Voilà, et les clients peuvent le faire directement sur notre site web. Vous tapez Sud Radio en capitale et c'est 10% de réduction. Alors moi et j'ai un souci avec votre site, je n'arrive pas à y accéder, dites donc. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ce qui se passe, c'est qu'on a une petite maintenance qui est en cours, mais du coup il y a un domaine accessible en parallèle. Au lieu de mettre .fr à la fin, on met .com et ça fonctionne. Donc escaleroyale.com avec un E évidemment, puisque l'escale est féminine. Oui. Hop, parce que du coup avec Colin qui m'a proposé le sujet que j'ai trouvé plutôt agréable, plutôt sympa, ça change un peu. On était sur escaleroyale.fr, on n'y arrivait pas. Donc le .com ça marche, ça c'est top. Pour revenir un petit peu sur ces suites, vous avez évidemment en France, vous avez d'ailleurs une ouverture qui est prévue à Verneuil-sur-Seine, je crois. Oui, absolument. On va avoir 4 suites qui vont ouvrir à Verneuil courant septembre. Sur la Seine, donc. Vous êtes présent en France sur d'autres fleuves ? Alors, on est présent majoritairement en Île-de-France, donc on va être sur la Seine, on va être sur la Marne, on va être aussi, en Alsace. Donc, on va être présent à Port-Ilon à côté de Giverny, à l'Isle-Adam au nord de Paris, La Ferté-sous-Jouarre, entre l'Île-de-France et la Champagne, Saint-Fargeau-Ponthierry sur le sud Île-de-France, Poissy directement accessible en RER, et puis après on va avoir Saverne qui est en Alsace. Exactement. Exact, c'est vraiment bien. Et le Sénégal aussi, non ? Alors le Sénégal exactement. Alors là c'est beaucoup plus lointain. Donc là on est directement
sur l'Atlantique. Donc là, on est en partenariat avec un hôtel Movenpick. Donc là, les chambres sont directement réservables depuis all.com. Pour les chambres du Sénégal. On est peut-être plutôt d'ailleurs sur des escales qui sont en cocooning à 2. Vous avez, pour conclure, des retours des clients ? Les retours des clients sont plutôt très bons. Les gens viennent pour beaucoup vivre une expérience, et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, vivre des expériences, avoir des émotions, découvrir les villages de caractère, avoir des moments autour de la gastronomie, et puis surtout c'est un point de départ vers beaucoup d'activités, et pas simplement un séjour où on vient dans les chambres. Après, les prestations, les clients sont très contents parce que c'est une nouvelle expérience, insolite pour eux. Et c'est une véritable reconnexion, et ça les met hors du temps. Et ça reconnecte à autre chose. Merci beaucoup Nicolas Monceau, directeur des opérations de l'Escale Royale, d'être intervenu sur Sud Radio ce matin. On vous embrasse et on vous souhaite une belle fin de vacances, parce qu'il reste encore 15 jours complets. Et pour ceux qui ont décidé de les prendre en septembre, c'est possible aussi sur l'Escale Royale, y compris les week-ends. Allez, à suivre. Merci Nicolas. Nous, on va faire une pause gourmande et on va s'arrêter sur la table de l'été. Sud Radio, la table de l'été. Et dans la table de l'été, vous savez que nous aimons les belles histoires de terroir, de passion, d'innovation. Aujourd'hui, je vous propose de partir direction le Sancerrois, au domaine Bernard Fleurier et Fils. Et on va accueillir Benoît Fleurier, qui est vigneron de père en fils depuis plusieurs générations, qui a choisi également de diversifier l'aventure familiale. En plus de ses grands vins de Sancerre et de Mentou Salon, place à l'huile de colza et aux bières artisanales. Il est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Laurence. Benoît Fleurier et Fils. Benoît Fleurier, puisque vous, le domaine s'appelle Bernard Fleurier et Fils, mais vous, c'est le fils même de Bernard, et vos propres fils continuent aussi de travailler. D'ailleurs, il y en a un, je crois, il y a un des fistons qui a ouvert un domaine récemment. Dans quel endroit? Qui a eu l'occasion de reprendre un petit domaine à Sancerre, 2,5 hectares de vignes, et donc il va démarrer son aventure de nouveau vigneron sur le terroir de Sancerrois. Et ça s'appellera comment, son domaine? C'est le domaine Pascal Cotta. Voilà, comme ça on en profite, hop, on parle du fiston. Voilà. C'est une histoire de transmission, ce domaine Bernard Fleurier et Fils. Oui, c'est un domaine familial qui était les arrière-grands-parents, grands-parents agriculteurs, mes parents. Et quand je suis revenu avec mes parents, on s'est développé sur la partie viticole, donc on a monté notre vignoble, et j'ai Mathieu, qui a 10 ans de moins que moi, qui est revenu avec moi sur le projet familial. Donc on a travaillé avec nos parents, on a développé le domaine, et maintenant on est tous deux, Mathieu, à mener le domaine viticole et agricole. Et notre but, c'était de transformer nos raisins, on transformait en vin, donc nos graines de céréales. On a dit, tiens, faut qu'on aille plus loin. Donc, les blés, on transforme un petit peu en farine qu'on revend dans les petits points de vente, épicerie fine, boulangerie autour de chez nous. Et en plus, on a créé une bière avec notre orge, l'orge panifiable. Donc, on les fait malter, nos bières, et c'est des potes qui sont en Bourgogne, qui ont une brasserie, on travaille ensemble. Et on réalise la bière l'Arcandière. C'est incroyable, parce que moi j'ai eu l'occasion de vous rencontrer et de déguster vos produits. C'est pour ça que je vous ai convié, parce que les bonnes choses doivent se partager. Et surtout, vous connaissez mon amour du vin, et pas que, et qu'avec modération bien évidemment, mais le vin c'est le partage et de l'émotion. Quand on dit Sancerre, on va commencer aussi par là, si vous le voulez bien, Benoît Fleurier. On pense immédiatement, là moi j'ai l'image de Sancerre, j'ai cette image de cette région absolument magnifique en termes de paysage, mais on est aussi sur un terroir qui donne des vins prestigieux. Vous êtes, en appellation Sancerre, vous êtes en appellation Mentou Salon. J'ai les deux appellations, Sancerre et Mentou Salon. Donc la différence, on est sur des cépages Sauvignon en blanc, autant sur Mentou que sur Sancerre. Donc la différence est Pinot Noir pour les rouges. Donc ce qui fait la belle différence, c'est nos terroirs, la valeur de nos terroirs, toutes ces collines qu'on a sur Sancerre qui donnent différents vins, styles de vin. À cause du sol, à cause du sol et de la météo. À cause du sol. C'est quand je parle des terroirs, voilà, c'est différents sols, différentes expositions. Donc on a différents styles de vin. Et donc chez nous, on a 6 sortes de vins différents. Donc on a notre Sancerre tradition, qu'on est un assemblage de tous nos terroirs. Après, on a un terroir silex, qu'on est beaucoup plus pierre à fusil, plus de tension. On a argilo-calcaire, on a la Baronne, c'est toutes nos plus vieilles vignes qui sont vinifiées en barrique. Et on a un pur jus.
Quel âge la baronne? C'est des vieilles vignes qui ont une 50aine d'années. D'accord, ok. Et on a pur jus, un vin nature et sans soufre également, parce qu'également notre exploitation, on est en agriculture biologique et déméter. C'est important les vins, en fait, il n'y a pas besoin de s'y connaître, hein, il suffit un peu d'aimer, alors toujours avec modération évidemment, mais puis de savoir ressentir simplement, en fait. Il y a plein de gens qui, moi, quand je les croise, me disent ah non, j'y connais rien. Mais en fait, on n'a pas besoin de s'y connaître, juste d'apprécier. Voilà, juste d'apprécier. Voilà. Alors, par contre, juste d'apprécier les vins sont, moi je respecte les gens qui me disent ah ben non, moi je sais pas aussi, vous savez goûter, vous savez aimer quand on goûte, oui j'aime, bon ben si vous aimez à un moment donné même un style de vin, c'est parce que il correspond à votre bouche, à votre nez, à vos yeux. Sur le vin, c'est ça. Des fois, il y a des styles de vin qu'on va moins apprécier. Moi, pareil, on n'aime pas tous les vins du monde entier, mais il y a des styles de vin qu'on il n'y a pas besoin d'être vraiment. Et puis Benoît, il y a des moments aussi. Il y a des moments où on va être plus ou moins prêt à apprécier un vin ou pas, parce que voilà, l'émotion du vin. Tout à fait. Quand on connaît le vigneron, avec qui on le partage. Voilà, c'est ça. C'est aussi avec qui on partage. Beaucoup. Je voudrais revenir évidemment sur la diversification que vous avez apportée dans votre ferme. D'ailleurs, vous faites aussi des gîtes, et m'a-t-on dit, parce que moi j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore, mais c'est extraordinaire, c'est de très bonne qualité. On mange des produits du terroir, on rencontre vos amis qui font du fromage de chèvre aux alentours. Enfin, il y a toute une ambiance comme ça. Voilà, donc on a recréé une activité gîte. Donc c'est la maison Fleurier. Vous tapez maison Fleurier, vous avez tout le détail de nos gîtes. On a un gros gîte sur le domaine où les gens viennent passer la semaine, les week-ends ou des séminaires. J'ai quelqu'un qui s'occupe de cette activité. Sinon, on a 4 autres gîtes à côté. Sur Sancerville, on a un petit gîte. Après, j'ai un autre gîte sur un côté d'un plan d'eau. Mais vous n'arrêtez pas. À côté d'un petit village. Donc, non, mais on aime ça. On aime recevoir. On aime transformer ce qu'on produit. Donc, c'est tout à fait notre plaisir. Vous me disiez que c'était vos grands-parents à vous, qui avaient monté la ferme à l'époque. Ouais, l'exploitation, la ferme qui était on était des agriculteurs. Il y avait de l'élevage, on avait des chèvres, on produisait le crottin de Chavignol, on avait des élevages bovins allaitants, on faisait même du tabac, et après, il y a une trentaine d'années, on a développé la partie viticole. Quand je suis revenu avec mes parents. Mais que pensez-vous que vos grands-parents diraient d'aujourd'hui, de cette exploitation qui continue? J'ai déjà eu la chance que mon grand-père, avant de partir, il a vu beaucoup de choses qui avaient évolué, donc ça l'a rassuré. Et aujourd'hui, mes parents sont également fiers de mon frère et moi, de savoir que l'évolution de l'exploitation familiale, évolue bien. Et mes enfants ont vraiment la fibre aussi de continuer dans ce sens-là. Les deux garçons. Donc, on récap. Ouais, les 3 garçons. On récapépète sur Sud Radio. Vous, il y a le vin de Sancerre et le vin de Mentou Salon. Là, ce sont vos vins de Bernard Fleurier et Fils. Il y a l'huile de colza. L'huile de colza et de tournesol. C'est des graines qui sont produites sur l'exploitation et transformées dans une huilerie qui est transformée dans les Landes, là, chez des amis qui ont une huilerie. Et après, j'ai ma bière, dont c'est moi qui fais malter toute mon orge. Et on a sorti une bière il y a 6 ans qui s'appelle l'Arcandière avec blanche, brune, blonde, IPA. Et donc, on a un circuit de la bière. Et puis après, on a la partie gîte où on peut recevoir... on a le gros gîte qui tient 20 personnes. Et après, on a des gîtes de 15 et 10 personnes, suivant la demande qu'on a. Ouais, c'est un très joli endroit que je vais inviter tous ceux qui cherchent. Par exemple, vous êtes en train de vous dire tiens, je vais aller me promener du côté de Sancerre. D'abord parce que la ville est très jolie, parce que la région l'est aussi, parce qu'on y mange bien. On a la Loire, on a plein de balades, on a plein de plats gastronomiques à base de crottin de Chavignol. Et pas que. Et même Sancerre, c'est une chouette ville. Et vous, on vous trouve pas à Sancerre, on va vous trouver à Mentouratel, dans le Cher, évidemment. Mentouratel. 5 minutes de Sancerre. Voilà, 5 minutes à peine de Sancerre. Ou mon exploitation familiale, la Vauvise, le lieu-dit à Mentouratel. C'est vraiment notre exploitation. C'est là que la famille Fleurier a le plaisir de recevoir sur le domaine. Voilà. Et puis la famille Fleurier, au mois de mai, sur le premier week-end du mois de mai, fait un énorme porte ouverte. Ça dure tout le week-end. C'est une grande fête avec tout le monde, y compris les gens que vous ne connaissez pas qui vont passer par là.
Voilà. Je reçois des collègues producteurs. Je reçois des collègues producteurs de viande bovine, de magret de canard, d'escargot. Donc tout ça, c'est des amis producteurs qui sont de mon département et qui font des départements limitrophes. Voilà, et puis ça et fait qui viennent faire goûter leurs produits pour mes portes ouvertes. Et voilà. Notez sur vos agendas. Vous y allez dès que vous pouvez. Du côté de Sancerre, à Mentouratel, c'est la maison Bernard Fleurier et Fils. Et mettez sur votre agenda pour l'année prochaine, week-end du 1er mai 2026, je vais aller chez Benoît, qui est notre invité aujourd'hui de Bernard Fleurier et Fils. Benoît, c'est le papa d'aujourd'hui et ses deux fils reprennent la ferme et l'exploitation derrière. Merci beaucoup, Benoît, d'être intervenu sur Sud Radio. Entendu, Florence, avec plaisir. Merci à toi. Moi, c'est Laurence, mais c'est pas grave. Ça coule de flot, puisque c'est toujours une histoire de l'eau. On vous embrasse. À suivre. Merci. Pour la suite de notre rendez-vous, eh bien, je vous donne rendez-vous juste après midi, juste après le journal de midi, et nous allons parler des moustiques. Je ne les aime pas du tout, ceux-là. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Ravi de vous retrouver pour cette heure jusqu'à 13h où nous allons pouvoir évoquer sur la route de l'été plusieurs sujets. Bien évidemment, nous retrouverons Monsieur Météo qui adore nous faire partager ses escapades, Rémi André, à la fin de cette émission. Juste avant, eh bien, nous aurons aussi le bonheur de faire un joli détour. Les sentiers de l'été vont nous permettre d'aller à la rencontre de dinosaures. Et puis tout de suite, je vous propose de débuter avec l'un des insectes les plus insupportables de cet été. Nous parlons des moustiques. Comment peut-on lutter contre sa prolifération? Quelles en sont les réalités aujourd'hui? Où est-ce qu'on en trouve de plus en plus en France? Est-ce que vous souffrez des moustiques? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 afin de témoigner. Est-ce que vous avez trouvé des vraies astuces pour vous en débarrasser? Là aussi, je vous attends. Est-ce que vous êtes tombé malade à cause d'un moustique, à cause d'une piqûre? Même punition pour vous. 0826 300 300. Jamel est à la réalisation de notre rendez-vous. Manu, le beau Manu, vous attend toujours au standard. Et quant à notre ami Max, eh bien, il reste derrière et il surveille tout ce petit monde. Sud Radio. Le dossier de l'été. Ils bourdonnent, ils piquent, ils inquiètent. Aujourd'hui, nous parlons de cette prolifération des moustiques en France. On fait le point, Théo Ampaillac, sur une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Oui, ils sont partout ou presque. Les moustiques envahissent nos étés. Et ce n'est pas seulement une gêne passagère. En France, leur prolifération s'accélère, portée par le réchauffement climatique. Résultat, le moustique tigre est désormais implanté dans plus de 70 départements, contre une vingtaine il y a 10 ans. Les départements du Nord sont aujourd'hui eux aussi impactés. Et ce n'est pas sans conséquence. Ce petit insecte peut être vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou encore le virus Zika. En 2024, plus de 1000 cas de dengue ont été recensés en France, la plupart importés, mais une trentaine transmis localement. Face à cela, les collectivités peinent à survivre, traitements coûteux, efficacité relative et citoyens souvent démunis. Et si la solution était aussi à chercher du côté de nos habitudes quotidiennes, on en parle tout de suite avec nos experts. Exactement. Et puis, vous l'avez sans doute découvert encore cette année, on a une prolifération plus. On en parlera aussi en détail. Ah non, pas dans le studio. Il y en a un qui m'a gâché ma nuit. C'est Jamel. Non. Ah! En plus, c'est un son qui fait qu'on peut devenir fou et folle. C'est fou comment on n'aime pas les moustiques. On en parle avec vous, Mathieu de Flores. Bonjour. Bonjour. Mathieu de Flore, plutôt, ou j'ai dit de Flores? Non, de Flores, c'était très bien. Ah, ça m'arrive souvent d'être très bien. Non, je rigole, pardon, l'humilité quand tu nous tiens. Vous êtes entomologiste et chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et leur environnement. Merci d'être avec nous et nous allons aussi accueillir Betty Zumbo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie. Alors, je voudrais déjà qu'on commence tout de suite par rappeler un petit peu le moustique, vous qui êtes chargé de mission et entomologiste, Mathieu de Flores. Alors, ouais, il faut bien savoir de quoi on parle, parce qu'en fait, des moustiques, sur le territoire français, il y en a toujours eu.
Et aujourd'hui, ceux qui nous intéressent plus particulièrement, puisque c'est ceux qui posent le plus de problèmes ces dernières années, ce sont les moustiques tigres. C'est donc une espèce qui a été importée d'Asie du Sud-Est depuis pas mal d'années sur le pourtour méditerranéen, et elle a été découverte en France aux alentours de 2004. Et puis après, le moustique tigre, en fait, il s'est propagé en France en prenant l'autoroute, en prenant les voitures avec nous sur le bord de l'autoroute vers Lyon. Il s'est développé en fait dans les aires d'autoroute, et puis il est remonté comme ça sur tout le territoire. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est à 81 départements qui sont touchés. Et pourquoi on parle de lui ? C'est parce qu'en fait, il va avoir tendance à proliférer dans des zones très urbanisées, notamment dans les villes, dans les cœurs de village, parce qu'en fait, c'est des zones dans lesquelles il va trouver de toutes petites quantités d'eau, dans lesquelles il va pouvoir faire son cycle de vie, alors que d'autres insectes ne peuvent pas faire leur cycle de vie. Et les moustiques un peu plus classiques qu'on avait déjà chez nous, généralement, ils ont besoin de cavités d'eau plus importantes. Et donc en fait, ils vont pas aller se développer trop dans les villes. Lui, en fait, il arrive à tirer son épingle du jeu et il arrive à se développer jusque dans les villes les centres urbains très urbanisés. Et donc en fait, il va se développer, il va proliférer, et puis surtout, il n'a pas véritablement de prédateurs ni de concurrence dans ces endroits-là. Ce qui fait que il peut poser des problèmes. Ça veut dire que ce petit moustique tigre qui nous, j'en ai encore vu, j'ai pas arrêté d'en tuer hier soir, moi. Puis alors ils viennent sur vous, c'est incroyable. Et on les reconnaît bien. Lui, il lui faut à peine, à la limite, 1 mm² d'eau et c'est bon, quoi. Peut-être un petit peu plus que ça, mais j'exagère exprès. Voilà, une soucoupe sous un pot de fleurs avec de l'eau qui stagne pendant une semaine, ça peut lui suffire. Alors que d'autres insectes. Oui, c'est-à-dire qu'après, il faut aussi que l'insecte ait le temps de pondre, que les œufs aient le temps d'éclore, que les larves aient le temps de se développer, et qu'ensuite, les moustiques puissent devenir adultes et donc sortir et nous importuner. Donc ce sont les femelles, bien sûr, qui nous piquent. Elles ont besoin de faire ce repas de sang pour pouvoir pondre des œufs qui donneront ensuite des larves. Et donc, il leur suffit de pas grand-chose comme réserve d'eau. Et donc, une des premières choses qu'on peut faire quand on a du moustique, avant d'acheter un piège ou je ne sais quoi, c'est d'aller inspecter son environnement, puisqu'en fait, il faut comprendre qu'un moustique, quand il vous pique, en gros, il y a de fortes chances qu'il soit né dans un rayon de 150 mètres autour de vous maximum. Donc, autour de vous, vous allez inspecter les pots de fleurs, les arrosoirs qui sont restés dans un coin, un réservoir d'eau qui ne serait pas couvert, qui serait pas fermé hermétiquement, où il n'y aurait pas de moustiquaire dessus. Et ça, c'est des endroits dans lesquels c'est des moustiques qui vont pouvoir se développer assez rapidement. Puis quand il y en a, il y en a. Ouais. Et là, quand il y en a. Betty Zembo, vous qui êtes directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie, vous avez depuis quelques années une recrudescence des moustiques du côté de l'Occitanie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'ensemble des départements de l'Occitanie qui sont colonisés. J'ai pas le chiffre des communes en tête, mais ça reste en progression quand même, y compris sur des départements moins urbains ou même en altitude. Donc, on peut considérer que le moustique est vraiment présent partout, même si on continue de surveiller les densités, parce que plus on a de moustiques, plus les risques sont élevés, puisque jusque-là, on a parlé donc ce moustique, il est présent, c'est une problématique déjà de nuisance, parce que vous l'avez signalé, il est extrêmement gênant. Mais en fait, la difficulté, et c'est ce pourquoi on s'y intéresse et on agit, c'est qu'on a la présence du moustique, la présence d'un pathogène, c'est-à-dire un virus qui va circuler, c'est dingue, chikungunya, et la présence d'un hôte, donc d'une personne susceptible de permettre la reproduction, le cycle aussi du virus à l'intérieur d'un organisme. Ouais. Et donc c'est bien la concomitance de ces trois éléments à un instant T qui conduit à présenter des risques pour la santé avec donc une transmission qui pourrait s'opérer sur notre territoire. C'est le cas d'ailleurs. Betty, on va vous rappeler parce qu'on a vraiment une problématique avec la qualité sonore de notre liaison téléphonique. Jamel et Manu vont vous rappeler pour avoir une meilleure qualité. Restez bien avec nous. En tout cas, voilà, nos garçons, cette équipe de choc et de charme s'occupe de vous. On va revenir évidemment en attendant avec vous, Mathieu de Flores, entomologiste chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et l'environnement. Mais je voudrais aussi donner la parole à Marlène. Marlène qui est avec nous au 0826 300 300. Vous aussi, vous pouvez témoigner, vous pouvez venir avec nous. N'hésitez pas à venir nous dire un petit peu comment vous gérez cette problématique moustique qui est grandissante et peut-être même les maladies. Bonjour Marlène. Bonjour. Comment allez-vous ? Vous êtes où, vous ? Nous, on est en Aquitaine.
D'accord. Au sud de la Dordogne. Au sud de la Dordogne. Et vous avez été très très ennuyé également cet été. Alors, nous, personnellement, avec mon mari, on a plus de 70 ans. Je pense qu'on a la peau plus dure. Nous, on n'est pas trop piqués. Mais c'est vrai que la famille qui vient, les jeunes, les plus jeunes sont piqués, oui, c'est vrai. Et là, c'est vos petits-enfants qui ont été très piqués. Nos petits-enfants et notre gendre surtout se fait beaucoup piquer. Tiens, c'est une bonne question qu'on va poser à Mathieu de Flores. Est-ce que l'âge de la peau a une incidence sur le fait qu'on soit plus ou moins visé par les moustiques, Mathieu ? Alors l'âge de la peau, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a des études qui ont pu montrer qu'effectivement, il y a des odeurs corporelles qui attirent plus ou moins les moustiques. Alors c'est très variable selon les espèces de moustiques, selon les personnes, etc. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui vont être ciblés particulièrement et d'autres beaucoup moins. C'est un fait. Et mais du coup, ça voudrait dire que les enfants plus tendres sont plus tendres pour les moustiques. C'est ce que je vous disais, c'est que je sais pas si ça a un lien avec l'âge. Moi, je prends souvent cet exemple-là. J'ai 2 oncles qui ont grandi ensemble et donc qui avaient à peu près le même âge, qui faisaient du camping régulièrement ensemble et les 2 dans la même tente. Il y en a un qui ressortait intégralement dévoré par les moustiques et l'autre sans aucune piqûre. Donc, c'est pour vous dire que potentiellement, il peut y avoir effectivement des odeurs corporelles. Quand je dis odeur corporelle, c'est pas forcément, c'est juste notre corps qui sent et qui peut attirer plus ou moins les moustiques selon notre nature de peau, la nature de notre sueur, etc. Merci beaucoup à Marlène d'être intervenue pour nous parler de cette différence d'attaque des moustiques selon l'âge, mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir, c'est plus des odeurs de peau. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on a vécu également cet été 2025, on a effectivement, on l'a dit avec vous, Mathieu de Flores, entomologiste et chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et leur environnement. On constate depuis plusieurs années une remontée du moustique. On a 81 départements début 2025 avec une progression vers le nord qui est complètement confirmée. Vous me direz si le changement climatique y est aussi pour quelque chose ou pas. Et puis on a en Île-de-France cet été vraiment eu un été incroyable. C'est vraiment l'un des plus difficiles pour les Franciliens. Selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, le moustique tigre a déjà envahi plus de 212 communes d'Île-de-France et c'est en moins de 10 ans et encore plus cette année 2025. Et on a constaté ça après la période de pluie de juillet et le réchauffement. Est-ce que tout ça joue beaucoup ? Oui, très probablement que ça doit jouer. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut que l'espèce elle arrive sur un territoire. Une fois qu'elle est arrivée sur le territoire, c'est ce qui s'est passé en 2004. Il faut qu'elle trouve les conditions favorables à son développement. Il se trouve que dans le sud de la France, il y avait toutes les conditions qui étaient réunies pour que l'espèce se développe. Je vous rappelle, petite cavité d'eau pour que les femelles puissent pondre des œufs et que les larves se développent. Et puis, des grosses bêtes à sang chaud pour pouvoir nourrir les femelles et pour qu'on puisse ensuite elles puissent pondre des œufs qui donneront des larves. Donc, dans les milieux urbains, notamment, il y a pas mal de grosses bêtes à sang chaud. Donc c'est favorable au développement de cette bête-là. Ensuite, la bestiole, elle a pu tout simplement se propager grâce au transport humain. Donc à travers les voitures, elle a profité des aires d'autoroute. Et à partir du moment où elle est remontée jusque dans le nord de la France, si les conditions de météo, climat, etc. étaient favorables, la bête, elle a pu se balader comme ça et s'installer un peu partout. Donc il faut bien que l'insecte arrive sur le territoire et qu'ensuite les conditions soient favorables. Aujourd'hui, on sait très bien que les conditions seront de plus en plus favorables au développement de ce genre d'insectes puisque les températures moyennes augmentent. C'est un fait. On sait qu'à peu près en 2050, les derniers chiffres que j'ai vus, en gros, disent que en 2050, en région parisienne, on aura un climat, des températures moyennes à peu près équivalentes à celles du pourtour méditerranéen aujourd'hui. Wow. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte et le changement climatique va évidemment favoriser ça, mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que cette bête-là, elle se serait peut-être pas autant propagée et elle poserait peut-être pas autant de soucis si on n'avait pas autant perturbé les milieux et si on n'était pas dans des milieux urbanisés aussi peu naturels, puisqu'en fait le fait que cet insecte n'ait pas de prédateur, c'est essentiellement lié au fait qu'il n'y a pas de mares, il n'y a pas d'étangs, il n'y a pas de tous ces milieux dans lesquels tous les prédateurs
des larves de moustiques notamment pourraient se développer. Comme les grenouilles. Ouais. Par exemple, les grenouilles, les crapauds, les larves de libellules, exactement. Voilà. Et donc, on a bien créé ces conditions pour que cet insecte puisse se propager. Voilà, on va en reparler dans quelques instants, puis je redonnerai la parole à Betty Zumbo, directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de la santé pour l'Occitanie, parce qu'on va aussi parler de ces maladies. Beaucoup de maladies, de plus en plus, y compris sur la métropole, la dengue, le chikungunya, le Zika. L'Île-de-France, on a enregistré près de 600 cas de ces problématiques de maladies liées aux moustiques. On en parle dans quelques instants. Vous continuez de nous appeler si vous voulez témoigner de la façon dont vous arrivez peut-être à gérer cela, ou si vous êtes agriculteur d'ailleurs, puisqu'on parle de nous, mais comment vous gérez avec vos animaux aussi, au 0826 300 300. À tout de suite, on continue de parler du moustique cet été sur l'antenne de Sud Radio. Nous continuons de parler de ces moustiques et malheureusement qui deviennent de plus en plus problématiques. On l'a vu depuis le début de notre rendez-vous avec Mathieu de Flores, entomologiste chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et leur environnement, ce qu'on appelle l'OPIE, que ce moustique était maintenant présent sur plus de 81% départements en France, que le moustique tigre était plus simple à développer que ses copains et autres espèces de moustiques parce qu'une petite écuelle d'eau lui suffisait alors que les autres il leur fallait un peu plus. Je voudrais que l'on parle des maladies aussi à ce moment de notre émission avec vous, Betty Zumbo, directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de la santé Occitanie. Les maladies sont de plus en plus présentes. Je voulais annoncer juste à la fin de cette première partie, on a de plus en plus de cas de dengue, de chikungunya, du Zika. Vous en êtes où, vous, du côté de l'Occitanie? Alors, déjà sur les chiffres, on fait la différence entre les cas importés et les cas autochtones. C'est quoi les cas importés et les cas autochtones? Voilà, les cas importés, on en a tout le temps, chaque année, et ce sont des personnes qui se sont contaminées en dehors du territoire métropolitain. Et les cas autochtones, c'est quand c'est à la maison. Les cas autochtones, c'est quand on s'est contaminé ici. Donc c'est vraiment deux types de chiffres différents. Quand on a des cas autochtones, ça veut dire que des personnes se sont contaminées sur notre territoire. Donc c'est une situation épidémiologique qui est très différente. Les cas importés, on en a chaque année et du coup on est très dépendant des épidémies qui peuvent se dérouler sur le globe. On avait une très grosse épidémie là dans les DFA, dans les départements français d'Amérique de dengue l'année dernière. Cette année, c'est le chikungunya à La Réunion, on en a tous entendu parler. Bien sûr. Ça a forcément eu un impact sur le territoire métropolitain, notamment en Île-de-France parce qu'il y a un aéroport, il y a beaucoup d'échanges de personnes et du coup les gens voyagent, c'est tout à fait normal, mais ils voyagent aussi avec leur virus. Et on rappelle que si je suis porteuse si je me suis malheureusement atteinte d'une maladie telle que celle-ci, que je me fais piquer, je peux transmettre la maladie? Absolument. Donc il existe la transmission interhumaine, c'est-à-dire que si le moustique pique une personne qui est malade, qui est dans sa période de virémie, il y a un risque de transmission dès lors que le moustique va faire une deuxième piqûre. Donc ça, ce risque, il existe pour le chikungunya, la dengue et le Zika. D'autant plus qu'on peut être porteur de la maladie, mais sans symptômes. Pour la dengue, 80% des personnes sont asymptomatiques. On parle beaucoup de ces maladies, ça peut faire peur parce qu'elles sont un peu inconnues par nous, le grand public, même si on en parle de plus en plus. Quelles conséquences sur la santé humaine, le chikungunya, la dengue, le Zika? Alors, dans la plupart des cas, on peut parler d'une grosse grippe, notamment pour la dengue, mais on a quand même des cas qui sont graves avec des atteintes neurologiques ou des risques de dengue hémorragique également. Donc il faut absolument prendre des symptômes de type grippaux quand on revient d'un voyage ou qu'on sait qu'on est dans une zone à risque très à sérieux et consulter rapidement. Alors on va continuer évidemment de parler de ça. Je voudrais aussi qu'on évoque, parce que là on parle des moustiques et de leurs conséquences sur les êtres humains. Je voudrais aussi qu'on évoque ces conséquences sur les animaux. Dans quelques instants, je vais accueillir Philippe, qui est agriculteur et qui a composé le 0826 300 300 pour nous parler de cela. Mais je voudrais aussi vous lire le travail que Oscar Moreau, l'un de nos jeunes journalistes, a fait pour le sujet d'aujourd'hui. Le moustique nous renvoie souvent à cette image d'une agaçante bestiole, nous a-t-il dit, contre laquelle on passe son
longtemps à lutter par 1001 stratagèmes, mais les animaux peuvent être aussi durement touchés. Les moustiques peuvent atteindre et piquer toutes les espèces animales, mammifères, oiseaux, reptiles ou encore animaux de compagnie. Ils se le sont d'abord par la chaleur, toujours plus intense et propice au développement de ce parasite. Et puis il faut savoir que chaque espèce de moustique a ses cibles favorites. Par exemple, si le moustique tigre dont on parle depuis le début de cette émission s'attaque en priorité aux hommes, il peut aussi s'en prendre aux animaux les plus proches de lui, comme les chats et les chiens. À noter également que les moustiques n'aiment pas les peaux recouvertes d'un pelage trop épais. Ils touchent des zones parfois sensibles, en particulier autour des yeux, sur la truffe ou encore à l'intérieur des oreilles. Quels sont les risques concrètement? En piquant, le moustique peut parfois transmettre aux animaux des vers qui peuvent se loger sous la peau, voire dans le cœur. Le risque le plus dangereux, c'est qu'il soit touché par la fameuse dirofilariose, qui atteint notamment les artères pulmonaires. Le chien est encore plus exposé que le chat, puisqu'il se balade en milieu naturel. Vous avez déjà entendu parler de ça, Mathieu de Flores, vous qui êtes entomologiste. Alors oui, c'est vrai que les insectes sont il y a beaucoup d'insectes qui sont des vecteurs de maladies pour toutes les espèces. Alors comme vous l'avez bien dit, chaque espèce va avoir ses préférences et c'est pas forcément toutes les espèces qui vont piquer tout le monde, clairement. Après, il faut aussi peut-être un peu dédramatiser aujourd'hui dans le sens où ça représente relativement peu d'espèces à l'arrivée et que parfois les mesures qu'on prend pour pouvoir lutter contre ces espèces sont parfois catastrophiques pour le reste de la faune. Faut bien comprendre que les moustiques, à la base, ce sont des insectes qui font partie des chaînes alimentaires, notamment, qui sont mangés par grenouilles, larves de libellules, hirondelles, etc. Les espèces qu'on a déjà depuis, qui sont autochtones entre guillemets, et on pourrait quelque part, on pourrait pas vivre sans. Même s'ils nous embêtent un petit peu, on pourrait pas vraiment vivre sans. Et la nature fonctionne avec ces moustiques. Elles ont une part importante et c'est une ressource en nourriture très très importante. Et donc celle-là, on en parle. Enfin, on parle pas trop de cet aspect-là. On parle que de l'aspect vecteur de maladie. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, les cas autochtones, donc de transmission de ces maladies, ils sont relativement restreints sur le territoire de la France hexagonale. Par exemple, le chikungunya suite à la grosse épidémie qu'il y a notamment à la Réunion, dans l'Hexagone, c'est quoi? C'est une 50aine de cas autochtones apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre et les chiffres qu'on a eus. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose qui est aujourd'hui une problématique absolument fondamentale. Ça le deviendra peut-être. Il faut faire attention et il faut prendre des précautions. Mais en tout cas, il faut peut-être aussi voir le côté les moustiques en général. C'est vrai que le moustique tigre, il y a un petit côté particulier puisqu'il prolifère dans les endroits où il n'y a pas trop d'autres insectes. Faut peut-être un peu dédramatiser aussi parce que je trouve que c'était un petit peu anxiogène le fait de parler que de la maladie. Ça représente pas non plus des dizaines de milliers de cas en France hexagonale aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il est très énervant ce moustique. Il nous empêche de dormir. Le bruit est infernal. Le moustique tigre, il fait pas de bruit. Non, lui il fait pas de bruit, mais c'est les autres là. Oui, les autres. Et le moustique tigre pique plutôt en journée en plus. Oui, c'est vrai. Dès qu'il commence à faire sombre, il n'y a plus personne. Ouais, c'est un feignant en fait. C'est un couche-tôt. Philippe est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Sud Radio et merci de donner la parole dans la campagne et dans le grand public. Voilà. Merci. Oui. Elle est où votre belle campagne, Philippe, vous? On est au nord du département du Lot, sur la commune de Casillac, en limite de la Corrèze. On est dans le Lot. On est l'Occitanie, le nord de l'Occitanie. J'aime beaucoup, ça va faire plaisir d'ailleurs à Betty Zumbo, notre directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de la santé Occitanie. Vous êtes agriculteur, vous, Philippe? Voilà, agriculteur en veau de lait, en bovin limousin, vache allaitante, voilà. Production herbe, foin et herbe. Voilà. Et vous êtes particulièrement attentif, avez-vous dit à Manu au standard, aux moustiques pour vos bêtes? Voilà, on est attentif, bien sûr, on écoute, il faut toujours écouter ce qui se passe. Moi, je pense qu'on a, comme disait le monsieur juste avant, là, que j'écoutais, là, il y a quelques secondes, il faut dramatiser. Voilà. Parce qu'on fait peur un peu à tout le monde. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec l'histoire de la mouche qui vient d'Afrique,
qui a traversé la Sardane et qui arrive bien sûr par les Alpes. On a abattu des centaines de bovins. On a mis du lait, du fromage hors alimentaire. On a peur. Mais le moustique, je sais pas s'il y a plus de moustiques qu'il y a 50 ans ou 80 ans. Je sais pas. Ah bah tiens, on va poser la question tout de suite à Mathieu, Philippe. C'est une très bonne question. Il y en a plus aujourd'hui, Mathieu de Flores, des moustiques qu'il y a 50 ans? Alors c'est un peu compliqué de répondre parce que comme on le disait, des moustiques, il y en a plein d'espèces différentes. Et donc il n'y a pas forcément de suivi des quantités de ces espèces-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a 50 ans, clairement, le moustique tigre, il n'était pas présent dans l'Hexagone. Ouais, donc voilà. Il est arrivé, il est bien présent maintenant. Ok, Philippe, on a déjà une réponse. Oui, voilà, ce qui amplifie un peu le problématique, c'est le transport et le mouvement, les croisières, le transport, la nourriture, qui se fait plus qu'il y a 50 ans. Ouais. Alors aujourd'hui, et les gens, comme disait la dame d'Occitanie tout à l'heure, dans les aéroports, il y a beaucoup plus de mouvement qu'il y a 50 ans. Donc c'est obligé que, après, moi je pense que aujourd'hui, l'habitant, le français ou même les gens, ils veulent zéro risque. Plus personne, tout le monde a peur de tout. On veut zéro risque. On a peur du soleil. On a peur de température qui monte de la 35 degrés. On a peur de la sécheresse. On a peur de tout. Mais ça a toujours existé, je pense. Le manque d'eau, la chaleur, elle montait peut-être pas à 38. Elle montait à 32, 33. Mais on avait moins de protection. Aujourd'hui, on a beaucoup de protection pour ça. On a des doubles vitrages, on a des clims, on a plein de choses. L'isolation. En tout cas, aujourd'hui, les gens on a peur de tout. On a peur de tout aujourd'hui. C'est un peu mon inquiétude, vous voyez. Ouais, mais vous qui êtes agriculteur et qui avez appelé pour parler des moustiques, voilà, vous dites arrêtons d'avoir peur de ça. Nous, on avait envie de parler de la problématique du moustique, surtout qu'il prolifère, et des problématiques de maladies qui y sont liées. Donc vous nous remettez l'église au milieu du village, Philippe, en disant attendez, stop, arrêtons d'avoir peur de tout. En gros, c'est ça, Philippe. Hein, c'est ça. Et en plus, super. On fait peur au grand public. On fait peur au grand public, quoi. On fait peur au grand public, quoi. Parce que dans les villes, vous savez, les gens qui entendent ça, qui connaissent pas l'agriculture ni l'agroalimentaire et tout ça. Quand ils entendent qu'on fait peur à tout le monde, regardez pour le Covid, comment ça s'est fait. Bon, mais il y a eu malheureusement des victimes, mais je veux dire, il faut pas faire peur aux gens, il faut. Oui, mais Philippe, là pour le coup, je vous écoute, hein, on parle vrai sur Sud Radio, mais voilà, c'est un autre sujet. Là, moi, j'étais vraiment sur le moustique de l'été, mon bon monsieur. Je vous souhaite une très très belle journée et je voudrais conclure parce qu'il me reste à peine une minute et m'en voulez pas, Philippe, de réduire un petit peu votre intervention. On a eu pas mal de réactions et on a Marie Aubert, par exemple, qui nous dit sur la page Facebook de Sud Radio ses astuces: une cuillère à café moulu, une cuillère à café de clou de girofle en poudre, une cuillère à café de cannelle bien mélangée et allumée avec un briquet, nous dit-elle, super efficace. Et puis on a également Marie-Antoinette qui dit moi le soir, pour pas que les moustiques viennent, je me mets de l'eau de Cologne partout sur le corps ou alors du parfum, comme ça ils aiment pas mon odeur de peau et je ne suis pas piquée, c'est une astuce comme les autres. En tout cas, je vous souhaite un bel été moustiquaire. Merci beaucoup à nos deux invités, Mathieu de Flores, entomologiste chargé de mission sciences participatives à l'Office pour les insectes et leur environnement, de nous avoir éclairé sur cela. Et merci également à Betty Zombo, directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de santé Occitanie, aussi de nous avoir amené ce qui se passait du côté de l'Occitanie. Et je vous souhaite à tous une belle journée, avec ou sans moustiques. De toute façon, ils sont là. Donc Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et dans quelques minutes, je vous propose de suivre les escapades de Rémi, qui est dans le Tarn. Et aujourd'hui, il nous permet de rencontrer un producteur d'ail à Lautrec. Encore un moment gourmand à venir. Mais pour l'heure, je vous propose de voyager en ma compagnie au cœur des dinosaures. Sud Radio, les sentiers de l'été. Et si on repartait plusieurs milliers d'années en arrière, bien avant même l'apparition de l'homme, à l'époque où les dinosaures régnaient sur Terre, pas besoin de machines à remonter le temps, pas besoin de regarder Jurassic Park, il suffit de se rendre dans Lyon, au parc Cardoland, un lieu unique où ces créatures impressionnantes reprennent vie grâce à l'art, à la nature et à une bonne dose de passion familiale. On va parler de Cardoland avec Maïté Cardo, propriétaire du parc et héritière de cette aventure hors du commun. Bonjour Maïté. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oula, on a un problème sur la qualité de son de votre téléphone. Est-ce que vous êtes sur un téléphone portable ou est-ce que on va essayer d'arranger cela pour avoir un meilleur son? Si vous d'ailleurs, qui écoutez Sud Radio, vous avez déjà découvert les Cardoland, par exemple, ce parc dinosaure, ou avec vos enfants, vous êtes allé visiter d'autres sites où l'on parle de dinosaures, vous n'hésitez pas, vous venez nous rejoindre au 0826 300 300, parce que ce fameux parc Cardoland va être vraiment une immersion. On vous a retrouvé, je crois, Maïté.
Oui. Écoutez, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent naturellement avec leurs parents, leurs grands-parents. Il faut plus bouger, Maïté. Hein. Comment? Il faut plus bouger. Là, vous êtes bien, vous ne bougez plus. Alors, je voudrais déjà savoir comment est venue cette idée de parc Cardoland. C'est d'abord quoi? L'aventure d'un sculpteur passionné. C'était votre papa, je crois. Hein? C'était mon mari, oui. Ah, c'était votre mari, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai cru que c'était la fille, pardon. Alors, oui. Expliquez-moi comment c'est venu. C'est un rêve d'enfant. Et il était espagnol. D'une famille célèbre, puisque c'est le neveu d'André Segovia et le fils de Melina Torres, bien sûr, danseuse espagnole. Et donc, ils avaient une grotte en Espagne. Donc, si vous voulez, il était familiarisé avec les grottes. Ouais. Mais et ensuite, comme ses parents étaient artistes, ils ont beaucoup voyagé. Il est allé dans toute l'Europe avec ses parents pour leur contrat. Et donc, ils ont visité des grottes, mais des grottes ornées et des musées. Ok. Et alors, dans ces musées, si vous voulez, il y avait des squelettes de dinosaures. C'est bien entendu, ça l'a interrogé parce qu'en France, nous n'avions encore que le jardin des plantes. Mm. Hein? Mais on est à quelle époque à peu près? Resituez-moi, Maïté. Dans les années 30, attends, je vais arriver en 24, 32, 33. Ouais. Hein? Du coup, voilà. Oui, effectivement, on comprend mieux comment est né par rapport à votre mari qui sculptait. Là, ce qui est important, si on veut parler de Cardoland, c'est qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'attraction, sensation forte. Mais parlez-nous un petit peu de tout ce que l'on va voir et vivre à Cardoland, qui est situé à Chamoux, dans le département de l'Yonne. À côté de Vézelay, à 6 km de Vézelay, qui est quand même célèbre. Ah bah oui. Ensuite, si vous voulez, nous avons 10 hectares sur lesquels Cardo a sculpté, si vous voulez, des dinosaures qui sont étendus dans les bois, dans la nature et dans les falaises, puisque là, on a ce décor extraordinaire, si vous voulez, qui nous permet d'avoir une authenticité, si vous voulez, particulière. Ce sont des, excusez-moi, ce sont à grandeur nature, Maïté, hein, c'est ça? Grandeur nature, oui, bien entendu. Sculpté entièrement. Alors il y en a un qui fait même 22 mètres, alors vous voyez un peu. Hein, c'est quoi comme dinosaure? Et donc 8 mètres de haut. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même un spectacle là. C'est clair. Et c'est lequel? C'est lequel celui-là? C'est le diplodocus. Très bien. Ensuite maintenant, vous en avez d'autres qui sont très grands aussi. Le stégosaure est très grand, le mammouth est très grand. Donc qui est vraiment très grand, si vous voulez, qui dépasse un petit peu, bien sûr, ce que l'homme peut concevoir comme dimension par rapport à lui. Oui, bien sûr. C'est énorme. Mais vous savez, Cardo, il a vécu il y a fort longtemps, certainement dans d'autres grottes, mais bon, maintenant, ça, c'est presque une supposition, puisqu'il a reproduit aussi, si vous voulez, une grotte dans laquelle il a fait des fresques comme certainement il avait fait il y a fort longtemps, bien entendu, à Pêche-Merle ou à Lascaux. Oui. Et bien sûr, voilà, et il est revenu, il a fait sa grotte. Cardoland. Un petit peu. Quel plaisir. Quel plaisir. Cardoland, c'est Cardoland, c'est donc à Chamoux dans l'Yonne, on l'a compris. Oui. C'est Cardo, c'est la terre de Cardo. Oui, c'est ça. Et c'est à 5 km de Vézelay. Vous vous adressez pas uniquement aux enfants, puisque même nous, adultes, on peut y trouver notre bonheur. Il y a des animations qui sont prévues régulièrement? Alors, nous faisons des animations, effectivement, puisqu'aujourd'hui, ce sont mes petits-enfants qui, donc, tiennent le parc. Tristan, qui a 25 ans, si vous voulez, qui est un super animateur.
Ensuite, vous avez Méliane, bien sûr, qui est la maîtresse des chevaux. Et ensuite, Mia, qui, elle, bien sûr, est une artiste de cordes, de cerceaux, etc. Et bien entendu, qui va faire des numéros au spectacle. Nous avons une scène de spectacle qui est un rond de longe qui permet, si vous voulez, dans toutes les situations. Et puis des dinosaures. Parce que nous avons aussi des dinosaures qui viennent bien sûr d'ailleurs, puisque vous avez des ateliers scientifiques qui font ça, qui font des dinotroniques, donc qui sont animés et qui sont bien entendu très plébiscités pour les enfants, parce que si vous voulez, on les fait monter sur scène et puis faire des petits numéros avec les dinosaures qui sont sur scène. Ah ouais, excellent. On a même un petit dinosaure, si vous voulez, qui marche tout seul, qui fait des pirouettes, etc. C'est fabuleux. J'adore. C'est fabuleux. Mais en fait, vous nous permettez de revivre cette période-là. D'abord, c'est très culturel pour les plus jeunes et les plus grands, et tout ça dans un parc absolument sublime, dans Lyon, en pleine nature. C'est aussi d'ailleurs un lieu pour se ressourcer, pour prendre l'air, s'évader, aussi votre Cardoland. Tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des énergies fabuleuses, si vous voulez, dans ce parc, et les gens ont envie d'y rester. Vous voyez, je vois bien. C'est très très important. Et on n'a pas envie de partir de chez vous. Alors, vous voyez, donc ça permet, si vous voulez, d'avoir quelque chose où les gens se ressourcent, comme vous dites. C'est ça. Et vous avez des projets pour l'avenir ? Oh, mais il y a toujours des projets, bien sûr, on ne peut pas les dévoiler parce que, si vous voulez, c'est quand même la nouvelle génération qui s'occupe de ça, et qui a vraiment envie de mettre sa patte particulière parce qu'ils sont encore jeunes, ils vont grandir et tout ça, ça va encore grandir, ça va encore apporter des nouveautés et puis beaucoup de rêves pour bien sûr tous les gens qui vont venir. Bon, en tout cas, on va inviter tout le monde à venir découvrir Cardoland. Vous avez un très beau site internet, je tiens à vous féliciter parce qu'on a pris beaucoup de plaisir avec Hugo qui vous a déniché pour nos sentiers de l'été, à aller découvrir tout ça sur le site internet. Déjà, rien que de voir ces dinosaures, c'est déjà incroyable, et prenez rendez-vous, allez faire un petit tour, ça s'appelle cardoland.com, où que vous habitiez en France, et c'est une destination à faire. On est dans Lyon. Merci beaucoup à vous, Maïté Cardo, propriétaire du parc Cardoland, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite un très très beau, une très belle fin d'été et une très belle journée. Merci beaucoup. Allez, à suivre, on va dans quelques instants retrouver l'ami Rémi André, et lui, il nous emmène dans le Tarn.